À la fin du XVIIIe siècle après Jésus-Christ, l'Afrique australe était un territoire où régnait sans partage la loi de la jungle. Les tribus guerrières se disputaient chaque parcelle de terre fertile, chaque source d'eau, chaque troupeau de bétail. Le continent noir bouillonnait du sang de guerriers tombés pour l'honneur de leur clan, tandis que le soleil brûlant assistait à des massacres et à des rites ancestraux. Entre les monts Drakensberg et les immenses plaines de la savane, de petits royaumes tribaux luttaient pour la suprématie dans une danse éternelle de violence et de survie. Dans ce cadre impitoyable, où seuls les plus forts prospéraient et où les faibles étaient dévorés par la faim ou par les lances ennemies, naquit celui qui allait changer à jamais le destin de l'Afrique du Sud. En 1787, durant une tempête qui déchira les cieux de foudre furieuse, Nandi, une princesse de la tribu Langeni, mit au monde un garçon rejeté dès son premier souffle. Le père Senzanga Kona, roi des Zoulous, avait mis Nandi enceinte hors mariage traditionnel, et l'enfant fut considéré comme une honte, une erreur souillant la lignée royale. Le nom choisi fut Shaka, tiré d'un mot signifiant ver intestinal, en référence cruelle à la maladie supposée avoir gonflé le ventre de Nandi avant que la grossesse ne soit confirmée. Dès le départ, le garçon porta le poids du mépris et de l'humiliation. Mère et fils furent chassés de la tribu Zoulou et forcés d'errer parmi les clans voisins, toujours comme des parias, toujours comme des fardeaux indésirables. L'enfance de Shaka fut marquée par la faim constante, par les moqueries des autres enfants qui l'appelaient « bâtard » et par les nuits glaciales où seule la chaleur de sa mère le maintenait en vie. Il grandit maigre et grand, avec des yeux brûlants d'une colère silencieuse et profonde. Tandis que les autres garçons jouaient, Shaka s'entraînait seul avec des branches qu'il imaginait être des lances, frappant les arbres jusqu'à ce que ses mains saignent. Il observait les guerriers avec une intensité troublante, mémorisant chaque geste, chaque technique, chaque faiblesse. La douleur du rejet forgeait en lui quelque chose de plus dangereux que n'importe quelle arme, une détermination inébranlable à prouver sa valeur et à écraser tous ceux qui l'avaient méprisé. Durant les nuits où le tonnerre grondait sur la savane et où les éclairs illuminaient l'horizon, le jeune Shaka restait éveillé, contemplant le ciel orageux. Dans son esprit, une promesse se cristallisait comme du fer rouge plongé dans l'eau froide. Un jour, tous ceux qui avaient ri de lui, tous ceux qui avaient craché sur sa mère, tous ceux qui l'avaient jugé moins que rien, s'inclineraient devant lui. Il ignorait comment, mais savait que ce jour viendrait. Le destin avait marqué sa naissance par des orages, et des orages annonceraient son ascension. À chaque cicatrice d'humiliation, une flamme grandissait dans sa poitrine que nulle pluie ne pourrait éteindre. Nandi voyait dans les yeux de son fils quelque chose qui l'effrayait autant qu'elle la remplissait de fierté. Une férocité ne convenant pas à un enfant, mais à un prédateur attendant le moment propice pour bondir. Elle lui murmurait dans l'obscurité que le sang royal coulait dans ses veines, qu'il était fils de roi, même si le monde refusait de le reconnaître. Ces paroles étaient des graines plantées dans un sol fertile de haine et d'ambition. Shaka absorbait chaque syllabe, transformant la souffrance en dessin. Les années d'exil s'éternisaient comme des plaies ouvertes, ne cicatrisant jamais complètement. Lui et Nandi trouvèrent finalement un refuge parmi les Mtetwa, une tribu puissante dirigée par le sage roi Dingiswayo. Là, le jeune Shaka put enfin tenir une vraie lance, non plus en paria, mais en guerrier en formation. Son corps, endurci par la misère et un entraînement obsessionnel, devenait une machine de guerre. Il grandit jusqu'à atteindre près de 2 mètres, avec des muscles sculptés par le combat constant et des yeux semblant percer à travers les âmes des hommes. Quand il eut enfin l'occasion de prouver sa valeur au combat, Shaka ne se battit pas comme les autres guerriers qui voyaient le combat comme un rituel de bravoure. Pour lui, la guerre était extermination, survie, vengeance distillée dans chaque geste. Tous ceux qui l'observaient ressentaient le même frisson. Il se trouvait face à quelque chose de nouveau, de terrible, d'inévitable. Le garçon humilié mourait, et à sa place naissait le lion qui ferait trembler toute l'Afrique. Sous la protection de Dingiswayo, roi des Mtetwa,
Chaka trouva enfin une scène digne de son talent brutal. Le jeune guerrier absorbait le savoir militaire avec une avidité impressionnant, même les vétérans les plus expérimentés. Dingiswayo, un chef visionnaire cherchant à unifier les tribus par la diplomatie et la force stratégique, reconnut aussitôt que Chaka n'était pas un guerrier ordinaire. Il y avait en lui une combinaison rare de férocité animale et d'intelligence calculatrice, un esprit percevant la guerre non comme gloire personnelle, mais comme science meurtrière. Alors que d'autres guerriers se contentaient des tactiques traditionnelles, Chaka remettait tout en question, démontait chaque principe admis sur le combat tribal et reconstruisait l'art de la guerre à partir de zéro. Il comprit que la lance longue, utilisée par les guerriers africains, la Segai de Jet, transformait les batailles en duels à distance où la victoire dépendait davantage de la chance que de l'habileté. Chaka méprisait cette lâcheté déguisée en tradition. Il forgea une nouvelle arme, une lance courte et large appelée Ikloa, nom dérivé du bruit qu'elle produisait en étant arrachée de la chair d'un ennemi. Avec cette lance, le combat devenait intime, viscéral, définitif. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation quand il fallait se tenir à quelques centimètres de l'adversaire pour le tuer. Associé à l'Ikloa, Chaka développa un bouclier lourd en peau de buffle, plus grand et plus résistant que les modèles traditionnels. Il entraîna une technique dévastatrice. Utiliser le bouclier pour coincer celui de l'adversaire, exposant ainsi son flanc gauche, puis enfoncer l'Ikloa dans les côtes avec une force brutale. C'était simple, efficace et absolument mortel. Mais la véritable révolution de Chaka résidait dans la discipline et la formation tactique. Il transforma des guerriers individuels en une machine militaire coordonnée. Les combattants étaient organisés en régiments appelés Amabuto, divisés par tranches d'âge et entraînés jusqu'à ce qu'ils se meuvent comme un seul organisme. Chaka imposa des marches forcées pieds nus sur des terrains accidentés, endurcissant les pieds de ses hommes, jusqu'à ce qu'ils puissent couvrir des distances impossibles à une vitesse surprenante. Tout soldat montrant faiblesse ou lâcheté était exécuté publiquement, non comme punition, mais comme leçon. La peur de Chaka devint plus grande que la peur de la mort au combat. Dingiswayo observait ces innovations avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il avait créé un instrument de guerre parfait, mais sentait aussi avoir libéré quelque chose qu'il ne pourrait pas entièrement contrôler. Durant les campagnes militaires des Mtetwa, Chaka menait les troupes d'élite avec une efficacité brutale, laissant même les alliés choqués. Il n'acceptait pas les redditions, ne faisait pas de prisonniers par pitié, ne laissait aucun survivant pour raconter des histoires de sa clémence. Ces embuscades étaient planifiées avec une précision chirurgicale, tenant compte du terrain, du vent, de la position du soleil et de la psychologie de l'ennemi. Quand Chaka attaquait, ce n'était pas une bataille, c'était une exécution de masse. Le champ restait couvert de cadavres, tandis qu'il marchait sur les morts sans détourner le regard, l'Ikloa encore dégoulinante de sang. Les guerriers ennemis commencèrent à murmurer son nom avec une terreur superstitieuse. On disait qu'il était protégé par les esprits ancestraux, qu'il ne pouvait être blessé, que ses yeux pouvaient paralyser les hommes d'un simple regard. Dingiswayo, reconnaissant la férocité inégalée de son protégé, commença à l'appeler « Lion de sang ». Le surnom se répandit rapidement parmi les tribus. Chaka n'était plus le bâtard humilié, c'était une légende en devenir, une tempête de violence gagnant en puissance à chaque bataille. Mais derrière ses yeux féroces, l'ancienne douleur persistait. Chaque victoire était une réponse aux humiliations de l'enfance. Chaque ennemi tuait un substitut à tous ceux qui l'avaient méprisé. Chaka ne se battait pas seulement pour la conquête ou la gloire, mais pour prouver que l'enfant rejeté était devenu le guerrier le plus redoutable que l'Afrique eût jamais connu. Et pourtant, quelque chose en lui restait insatiable, une faim qu'aucune quantité de sang ne pouvait assouvir. Les années sous Dingiswayo façonnèrent Chaka non seulement comme guerrier, mais aussi comme stratège et chef. Il apprit que le vrai pouvoir ne résidait pas seulement dans la force brute, mais dans la capacité d'inspirer une peur absolue
et une loyauté fanatique. Ces hommes le suivraient jusqu'au bout du monde, non par amour, mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient invincibles sous le commandement de Shaka. Quand ils marchaient en formation, le sol tremblait sous leurs pieds nus endurcis. Quand ils poussaient leurs cris de guerre, les ennemis les plus faibles fuyaient avant même le début du combat. Shaka avait transformé la guerre tribale d'un rituel de courage en une science d'extermination, et le continent n'avait encore rien vu de ce qui allait suivre. Le destin a une manière cruelle de remodeler le monde par la violence. En 1818, le roi Dingiswayo, mentor et protecteur de Shaka, tomba dans une embuscade tendue par Zwide, le chef impitoyable des Ndwandwe. Dingiswayo fut capturé, torturé et exécuté, sa tête exposée comme trophée de guerre. La nouvelle de la mort du grand roi se répandit comme un feu de brousse, et beaucoup crurent que l'empire Mtetwa s'effondrerait sous le poids de cette perte. Mais ils n'avaient pas compté sur le lion de sang. Shaka retourna vers son peuple d'origine, les Zoulous, alors une simple petite tribu parmi tant d'autres. Son père, Senzanga Kona, était mort et des disputes sur la succession agitèrent la cour. Grâce à une combinaison de soutien militaire, des restes fidèles, des Mtetwa, de manœuvres politiques et de terreur pure, Shaka prit le pouvoir. Ceux qui s'opposaient furent éliminés avec une efficacité brutale. Il n'y eut ni cérémonies élaborées, ni négociations diplomatiques. Shaka prit simplement le trône, comme s'il lui avait toujours appartenu, et quiconque mettait en doute cette vérité rencontrait la pointe acérée de l'Ikloa. Le garçon méprisé était désormais roi, et l'ironie ne lui échappait pas. Une fois au pouvoir, Shaka entreprit la transformation la plus radicale que cette région eût jamais connue. Il ne voulait pas seulement gouverner les Zoulous, il voulait créer quelque chose dépassant les anciennes rivalités tribales, un empire unifié sous une seule volonté, la sienne. Sa vision était effrayante par sa simplicité et son ambition. Toutes les tribus de la région seraient absorbées, volontairement ou non. Il n'y aurait qu'un seul peuple, rugissant d'une seule voix. Ceux qui s'inclineraient seraient intégrés au nouvel empire. Ceux qui résisteraient seraient exterminés jusqu'au dernier homme, femme et enfant. Il n'y avait pas de juste milieu dans la vision de Shaka. Il restructura entièrement l'armée zoulou, développant et affinant les innovations qu'il avait créées sous Dingiswayo. Les guerriers furent organisés en régiments rigoureusement disciplinés, divisés par tranches d'âge, les Amabuto. Chaque régiment avait ses propres couleurs, ses boucliers distinctifs, sa propre fierté farouche. Les hommes vivaient dans des camps militaires séparés des femmes, se consacrant entièrement à l'art de la guerre. Shaka interdit le mariage aux guerriers en service actif, arguant que les hommes ayant une famille combattaient avec la peur de perdre quelque chose, tandis que ceux sans attache se battaient avec la liberté de ceux qui n'ont rien à perdre. La discipline était absolue, et la punition pour toute faute était invariablement la mort. Si un régiment montrait de la lâcheté au combat, Shaka ordonnait l'exécution d'une partie des survivants en exemple. Si un guerrier perdait sa lance ou son bouclier, il était tué. Si quelqu'un remettait en question ses ordres, il disparaissait pendant la nuit. La peur que Shaka inspirait à ses propres hommes était presque aussi grande que la terreur qu'il semait chez les ennemis. Mais cette peur était tempérée par un respect réticent, car Shaka ne demandait rien à ses guerriers qu'il ne fût prêt à faire lui-même. Il marchait avec eux, combattait en première ligne, saignait à leur côté. Cette combinaison de terreur et de respect forgea la machine militaire la plus efficace que l'Afrique subsaharienne eût jamais connue. Les tactiques de guerre furent aussi révolutionnées. Shaka abolit l'ancienne coutume des batailles ritualisées, où les guerriers se battaient en duel individuel et où les pertes étaient relativement limitées. Pour lui, c'était gaspillage et faiblesse. La guerre devait être totale, destinée non pas à humilier l'ennemi, mais à l'anéantir complètement. Chaque campagne était planifiée non pour conquérir du territoire ou du bétail, mais pour éliminer toute capacité de résistance future. Des villes entières étaient rasées, les récoltes brûlées, les puits empoisonnés. Les survivants étaient intégrés à l'empire zoulou ou tués. Il n'y avait pas de troisième option. Le cri de guerre résonnant à travers les plaines devint le présage de la mort.
Quand les régiments zoulous avançaient, marchant en parfaite synchronie, frappant leurs lances contre leurs boucliers dans un rythme tonitruant, c'était comme si la terre elle-même annonçait l'apocalypse. Des tribus existant depuis des siècles disparurent en quelques années. Leurs histoires effacées, leurs noms oubliés, absorbés par la vague zoulou grandissante. Shaka menait chaque grande campagne, personnellement, non depuis le confort d'une tente de commandement, mais depuis la ligne de front, là où le sang giclait et où les hommes mouraient. Il devait voir, sentir, respirer la mort. C'était son élément naturel, le seul endroit où la douleur ancienne de son enfance se taisait temporairement. Dans la chaleur de la bataille, entouré par le chaos et la carnage, Shaka trouvait une paix déformée. Là, personne ne le méprisait. Là, il était à la fois Dieu et démon. En moins d'une décennie, l'Empire Zoulou passa d'une petite tribu à une superpuissance régionale, dominant un vaste territoire s'étendant sur des centaines de kilomètres. Des dizaines de tribus avaient été conquises, leurs guerriers absorbés dans les régiments Zoulous, leurs femmes prises comme épouses par les guerriers victorieux, leur identité effacée. Le nom Zoulou, qui auparavant signifiait simplement « ciel » ou « temps », signifiait désormais pouvoir absolu. Shaka avait transformé son peuple en synonyme de terreur militaire. Et pourtant, pour lui, ce n'était jamais assez. Il y avait toujours plus de tribus à conquérir, plus d'ennemis à écraser, plus de sang à verser. L'Empire grandissait, nourri par le génie militaire de Shaka et par la violence systématique qu'il orchestrait. Le garçon né pendant une tempête était devenu lui-même la tempête, balayant l'Afrique australe et la remodelant à son image brutale. La formation militaire développée par Shaka devint légendaire et serait étudiée par des stratèges militaires des siècles plus tard. Au cœur de son système se trouvait la tactique dévastatrice connue sous le nom d'Impondo ou corne de buffle. C'était une formation de combat combinant brutalité frontale et manœuvres de flanc précises, conçue non pour gagner des batailles, mais pour anéantir des armées entières, sans laisser de survivants. La formation comportait 3 éléments principaux. L'Isifuba, ou poitrine, constituait le centre, composé des guerriers les plus expérimentés et disciplinés. Ils avançaient directement contre l'ennemi en un mur impénétrable de boucliers, absorbant le choc initial et maintenant l'adversaire fixé sur place. Pendant que l'ennemi se concentrait sur cette menace frontale, les Isampondo, ou cornes, entraient en action. Il s'agissait de 2 régiments rapides et agiles courant en larges arcs sur les flancs, enveloppant l'ennemi dans une étreinte mortelle. Une fois les cornes refermées derrière les lignes ennemies, aucune fuite n'était possible. Le siège était complet. Enfin venait l'Isihlala ou flanc arrière, une réserve de troupes fraîches positionnées derrière le champ de bataille, dos au combat afin de ne pas être distraites par le chaos. Ces troupes restaient prêtes à exploiter toute brèche, renforcer les points faibles ou poursuivre les fragments de l'armée ennemie tentant de s'échapper. Shaka coordonnait ses mouvements complexes avec une maîtrise défiant la compréhension. Il utilisait des messagers rapides et des signaux visuels, mais comptait surtout sur l'entraînement implacable de ses régiments. Chaque unité savait exactement quoi faire dans chaque situation. Les tactiques avaient été gravées dans leurs esprits par une répétition épuisante. L'exécution de la formation corne de buffle était une symphonie de mort. Quand la poitrine heurtait les lignes ennemies, l'impact était assourdissant. Le choc de milliers de boucliers et le cri collectif des guerriers créaient un rugissement audible à des kilomètres. Les guerriers zoulous utilisaient leurs grands boucliers pour coincer ceux des adversaires, exposant leurs flancs à des coups mortels de l'Ikloa. Le combat au corps à corps était brutal et efficace. Chaque guerrier zoulou était entraîné à tuer avec économie de mouvement, sans gestes théâtraux ni défis criés, seulement des coups précis transperçant poumons, cœur et gorge. Pendant ce temps, les cornes couraient à une vitesse impressionnante sur les flancs. Chacun avait endurci les pieds de ses guerriers par des marches forcées sur des épines et des rochers brûlants, jusqu'à ce qu'ils puissent courir pieds nus sur des terrains impossibles sans ralentir. Quand les régiments de flanc commençaient leur course, c'était comme 2 avalanches humaines convergent sur l'ennemi. Le moment le plus crucial était la fermeture du siège.
Chacun le chronométrait avec une précision instinctive, attendant que la poitrine ait totalement fixé l'attention de l'ennemi avant de refermer le piège. Une fois encerclés, les guerriers ennemis étaient systématiquement massacrés. Il n'y avait pas d'acceptation de reddition, pas de pitié pour ceux qui jetaient de leurs armes. Chacun avait clairement établi que la miséricorde était faiblesse, et la faiblesse était mort. Ces guerriers obéissaient sans discuter. L'utilisation stratégique du terrain renforçait encore l'efficacité de ces tactiques. Chacun étudiait chaque champ de bataille avec les yeux d'un prédateur. Il positionnait ses troupes en profitant des collines pour cacher l'ampleur de ses forces, utilisait rivières et ravins pour canaliser les mouvements ennemis, exploitait la position du soleil pour aveugler les adversaires au moment critique. Avant chaque bataille, il effectuait lui-même des reconnaissances, parfois s'infiltrant près des lignes ennemies déguisées pour observer leur formation et évaluer leur morale. Rien n'était laissé au hasard. Chaque élément de la nature devenait une arme entre les mains de chacun. Les batailles contre les Ndwandwe et les Kwabe devinrent des légendes sanglantes. Contre les Ndwandwe, menés par Zwaid qui avait tué Dingiswayo, chacun affronta des armées supérieures en nombre. Mais les chiffres comptaient peu face à une discipline supérieure et à des tactiques révolutionnaires. Dans la bataille décisive près de la rivière Malatouz, chacun laissa l'armée Ndwandwe pénétrer profondément en territoire zoulou, étirant ses lignes d'approvisionnement jusqu'au point de rupture. Puis, à l'aube d'un matin brumeux, il attaqua. La formation corne de buffle fonctionna avec une perfection meurtrière. Les Ndwandwe, affamés et épuisés par la poursuite, furent encerclés et massacrés. La rivière devint rouge du sang de milliers. Zwaid s'échappa avec une poignée de survivants, mais son pouvoir était brisé à jamais. Sa tribu disparut de l'histoire, absorbée ou anéantie. Contre les Kwabe, chacun montra que son génie tactique ne connaissait pas de limites. Il utilisa une fausse retraite, faisant reculer ses guerriers en apparente panique. Les Kwabe, sentant une victoire facile, rompirent leur formation et les poursuivirent désordonnément. C'était exactement ce que chacun attendait. Au moment précis, les régiments zoulous firent volte-face et contre-attaquèrent, tandis que des troupes cachées surgissaient des flancs. Les Kwabe furent décimés en quelques minutes, leurs lignes pulvérisées avant même qu'ils ne comprennent le piège. Les champs de bataille après les victoires de chacun étaient des visions d'enfer. S'étendant sur des kilomètres, couverts de cadavres transpercés par l'Ikloa, le sol imbibé de sang formant des flaques sombres. Vautours et hyènes se nourrissaient pendant des jours. Chacun marchait parmi les morts, inspectant les résultats de son œuvre avec des yeux dépourvus d'émotion. Pour lui, ce n'était pas une tragédie, c'était de l'art. Chaque corps était un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de son ambition. Les guerriers zoulous, victorieux et couverts de sang, chantaient des louanges à leur roi tout en nettoyant leurs lances. Le nom de chacun résonnait à travers montagnes et plaines, porté par le vent comme un présage. Là où chacun passait, la terre tremblait. Ses ennemis apprirent que résister, c'était mourir, mais s'incliner ne garantissait pas non plus la vie. L'Empire grandissait sur des montagnes de cadavres, et chacun ne faisait que commencer. Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il révèle. À mesure que l'Empire zoulou se consolidait sous le poing de fer de chacun, le chef visionnaire commençait à se transformer en quelque chose de plus sombre. Un tyran dont la paranoïa et la cruauté dépassaient même la brutalité nécessaire à la guerre. Chacun régnait grâce à un système de terreur méticuleusement calibré, où la loyauté était assurée non par l'amour ou le respect, mais par la peur absolue de conséquences inimaginables. Aucun détail n'était trop petit pour échapper à son attention. Aucune transgression trop insignifiante pour une punition sévère. Le roi qui avait révolutionné la guerre tournait désormais son génie tactique vers le contrôle de chaque aspect de la vie de ses sujets. La discipline ayant rendu l'armée zoulou invincible s'étendit pour devenir un réseau de contrôle social totalitaire. Chacun établit un système d'espions imprégnant tous les niveaux de la société zoulou. Les voisins dénonçaient leurs voisins. Les guerriers rapportaient des conversations de leurs compagnons. Même les membres de la famille ne pouvaient se faire confiance. Tout murmure de mécontentement,
Toute critique voilée, toute expression faciale suggérant moins qu'une adoration absolue était rapportée directement à Shaka. Ceux accusés de disloyauté étaient traînés devant le roi dans des procès qui n'étaient que des théâtres de terreur. Le verdict était déjà décidé avant même que l'accusé n'ouvre la bouche. Les exécutions devinrent des spectacles publics réguliers, démonstration de l'ampleur infinie du pouvoir de Shaka. Des guerriers ayant servi fidèlement pendant des années étaient tués pour des infractions triviales, hésiter une fraction de seconde à obéir à un ordre, regarder dans la mauvaise direction durant une cérémonie, simplement être au mauvais endroit, au mauvais moment. Shaka développa des méthodes d'exécution élaborées, certaines rapides et miséricordieuses par l'Ikloa, d'autres prolongées et agonisantes. Les traîtres étaient empalés et laissés à mourir lentement sous le soleil brûlant, leur souffrance servant de leçon vivante à quiconque songeait à contester le roi. Des villages entiers étaient décimés dès que Shaka soupçonnait une conspiration. Il ne se contentait pas de punir les coupables, toute la communauté partageait la faute. Hommes, femmes, enfants et vieillards étaient rassemblés et massacrés, tandis que le roi observait impassible. Les cabanes étaient brûlées, les champs salés pour que rien n'y repousse. C'était comme si cet endroit n'avait jamais existé, effacé de la surface de la terre en guise d'avertissement pour les autres. Le bétail, mesure suprême de richesse dans la société zoulou, était confisqué capricieusement. Shaka redistribuait des troupeaux entiers comme récompense à ses favoris ou les reprenait sans explication, maintenant tout le monde dans un état perpétuel d'incertitude. L'insécurité économique n'était qu'un autre outil de contrôle. Mais Shaka ne régnait pas uniquement par la punition négative. Il utilisait aussi des récompenses calculées pour créer une classe de partisans fanatiques. Les guerriers se distinguant au combat recevaient du bétail, des femmes et un statut élevé. Les généraux loyaux étaient élevés à des postes de grand pouvoir, mais toujours avec la compréhension implicite que tout pouvait leur être retiré à tout instant. Shaka créa une aristocratie militaire totalement dépendante de sa volonté, des hommes prospérant sous son règne et ayant donc intérêt à le maintenir au pouvoir. Le roi lui-même vivait dans une paranoïa croissante. Il ne dormait jamais 2 nuits de suite au même endroit, changeant constamment entre plusieurs cabanes royales. Des goûteurs testaient toute sa nourriture, des gardes personnels choisis pour leur loyauté fanatique l'entouraient en permanence. Shaka faisait confiance à très peu de personnes, et même celles-ci étaient surveillées constamment. Il avait vu comment son mentor Dingiswayo avait été trahi et tué, et était déterminé à ce qu'aucune trahison ne le surprenne jamais. L'armée continuait de marcher, étendant les frontières de l'Empire par des campagnes annuelles de conquête. Mais il y avait désormais quelque chose de différent dans la nature de ces guerres. Elles n'étaient plus seulement motivées par l'expansion territoriale ou l'élimination de menaces, mais aussi par le besoin de garder l'armée occupée. Shaka comprenait que des soldats oisifs commencent à penser et que la pensée mène au questionnement. Il les maintenait donc en mouvement constant, les faisant marcher des centaines de kilomètres pour attaquer des tribus de plus en plus lointaines. Les guerriers revenaient épuisés, n'ayant que le temps de se reposer avant la prochaine campagne. Les scènes de carnage devinrent routinières. Après chaque bataille victorieuse, l'armée zoulou marchait littéralement sur les cadavres des ennemis tués, les piétinant en démonstration symbolique de domination totale. Les prisonniers étaient forcés de creuser leur propre tombe avant d'être exécutés. Femmes et enfants des tribus conquises étaient distribués comme butin, leurs vies transformées en monnaie de récompense pour les guerriers loyaux. L'Empire zoulou atteignit l'apogée de son pouvoir territorial, contrôlant de vastes étendues de terre et des centaines de milliers de personnes. Mais c'était un pouvoir bâti sur des fondations de peur et de sang, non de légitimité ou de consentement. Chaque sujet zoulou vivait en sachant que sa vie dépendait entièrement du caprice d'un seul homme. Chacun avait créé une machine de guerre parfaite, mais aussi un état policier où personne n'était en sécurité, où la prochaine victime pouvait être n'importe qui. Le garçon ayant souffert rejet et humiliation avait grandi pour faire souffrir tous ceux qui l'entouraient, non de la même manière, mais sous le poids écrasant de son pouvoir. Il avait prouvé sa valeur au-delà de tout doute.
avait forcé le monde à reconnaître sa grandeur. Mais la reconnaissance obtenue par la terreur n'est pas la même que le respect qu'il désirait vraiment. Et au plus profond de sa psyché, Shaka le savait. L'ancienne douleur persistait, simplement masquée sous des couches de violence et de pouvoir. L'Empire était à son apogée, mais l'homme qui l'avait bâti commençait à se fragmenter, les fissures encore invisibles aux yeux des autres, mais grandissant inévitablement vers quelque chose de catastrophique. En 1827, la seule personne que Shaka avait véritablement aimée mourut, et avec elle disparurent les derniers vestiges de son humanité. Nandi, la mère qui avait protégé son fils rejeté, qui lui avait murmuré des mots d'encouragement durant les nuits les plus sombres de l'exil, qui avait été son unique ancre de raison, succomba à la dysenterie. La nouvelle de sa mort frappa Shaka avec la force d'une lance transperçant sa poitrine. On raconte qu'il ne parla pas pendant des heures, restant immobile devant le corps de Nandi, les yeux fixés sur un point lointain que nul autre ne pouvait voir. Puis, lorsqu'il se leva enfin, le rugissement sortant de sa gorge était si sauvage qu'il semblait plus animal qu'humain. La douleur de Shaka se transforma immédiatement en fureur génocidaire et tout l'empire zoulou serait forcé de partager sa souffrance. Shaka déclara une période de deuil national, dépassant tout précédent raisonnable et plongeant dans la folie pure. Il ordonna que personne dans tout l'Empire ne puisse semer de récolte pendant une année entière, condamnant son peuple à la famine. Aucun lait ne devait être consommé, car c'était la nourriture des enfants, et la joie enfantine était une offense à la mémoire de Nandi. Hommes et femmes furent interdits d'avoir des relations conjugales. Les couples violant cet ordre étaient exécutés avec tous les membres de leur famille. Les femmes enceintes furent tuées parce qu'elles représentaient une vie nouvelle. Et comment pourrait-il y avoir une vie nouvelle alors que la mère de Shaka était morte? Le simple concept de naissance devint un blasphème puni par la mort. Mais le pire ne faisait que commencer. Shaka ordonna à tous dans l'Empire de manifester un deuil visible et extrême. Pleurer n'était pas suffisant, la souffrance devait être théâtrale, exagérée, convaincante. Des milliers de personnes furent exécutées sous l'accusation de ne pas manifester assez de douleur pour la mort de Nandi. Les méthodes pour juger la sincérité du deuil étaient arbitraires et capricieuses. Si vos larmes n'étaient pas assez abondantes, vous mourriez. Si vous cessiez de pleurer trop vite, vous mourriez. Si vous pleuriez mal, avec un ton d'angoisse inapproprié, vous mourriez. Des guerriers ayant servi fidèlement pendant des décennies furent tués parce que leur visage ne montrait pas assez d'agonie. Les exécutions de masse continuèrent pendant des semaines. On estime que plus de 7000 personnes furent massacrées durant cette période de deuil obligatoire, leur vie sacrifiée sur l'autel de la douleur de Shaka. Des villages entiers disparurent, leur population décimée pour n'avoir pas su convaincre le roi qu'il partageait suffisamment sa souffrance. Les champs furent remplis de cadavres, pourrissant sous le soleil, les vautours grossissant à force d'abondance de chair. L'empire que Shaka avait bâti commençait à se dévorer lui-même. Shaka lui-même sombra dans une dépression psychotique dont il ne sortirait jamais complètement. Il se mit à entendre la voix de Nandi, dans le vent soufflant à travers la savane. Il conversait avec elle pendant des heures, répondant à des questions que nul autre ne pouvait entendre. Ses conseillers et généraux observaient horrifiés le grand chef militaire se désintégrer sous leurs yeux. Le roi capable de coordonner des armées de milliers de guerriers dans des tactiques complexes était désormais incapable de pensée cohérente pendant des jours. Il ordonnait des exécutions aléatoires basées sur des rêves ou des présages imaginaires. Un jour, il se réveilla convaincu que tous les hommes chauves conspiraient contre lui. Des centaines furent tués avant que ses conseillers ne le persuadent que c'était pure paranoïa. Un autre jour, il décida que certains oiseaux étaient des messagers de malchance, ordonnant le massacre de milliers d'oiseaux et exécutant quiconque les nourrissait. L'agriculture, déjà compromise par l'interdiction de semer, s'effondra complètement. La famine se répandit dans l'Empire. Des gens commencèrent à mourir d'inanition, leur corps squelettique jonchant les villages. Le bétail, symbole suprême de richesse,
étaient abattus en quantité insoutenable pour nourrir les régiments militaires que Shaka maintenait en mobilisation constante. L'Empire, ayant prospéré par la conquête, commençait désormais à dépérir de l'intérieur. Shaka lança des campagnes militaires de plus en plus dénuées de sens. Des expéditions étaient envoyées attaquer des tribus lointaines ne représentant aucune menace, simplement parce qu'il devait occuper ses guerriers ou parce qu'il croyait que Nandi le lui avait ordonné en rêve. Les régiments revenaient épuisés et décimés, ayant marché des centaines de kilomètres pour massacrer des peuples que beaucoup de Zoulous ignoraient même. Il n'y avait aucun but stratégique, seulement un mouvement frénétique pour combler le vide laissé par la mort de Nandi. Durant les nuits, les cris de Shaka résonnaient à travers le complexe royal. Il faisait d'horribles cauchemars, revivant les humiliations de son enfance, se réveillant en panique et ordonnant des exécutions immédiates de ceux qui se trouvaient à proximité. Ses gardes personnels prirent l'habitude de rester aussi loin que possible tout en maintenant leur surveillance, essayant d'éviter de devenir des victimes aléatoires de l'angoisse nocturne de leur roi. L'homme ayant bâti un empire par une rationalité brutale et une planification méticuleuse était désormais gouverné par des impulsions irrationnelles et une douleur émotionnelle incontrôlable. La peur, toujours outil de contrôle calculé, se transforma en terreur aléatoire. Personne ne savait qui serait la prochaine victime ni pourquoi. Des généraux loyaux commencèrent à se murmurer entre eux, non en trahison ouverte, mais par inquiétude sincère. L'empire qu'ils avaient construit ensemble était en train de s'autodétruire. Shaka, le génie militaire, ayant révolutionné la guerre tribale, conduisait désormais son propre peuple à la ruine par un mélange toxique de deuil pathologique et de pouvoir absolu. La grandeur qu'il avait atteinte était dévorée par l'obscurité toujours présente dans son cœur. Une obscurité que la mort de Nandi avait entièrement libérée. Le lion était blessé, et un lion blessé est la créature la plus dangereuse qui soit. L'Empire tremblait sous le poids de sa folie, et ceux qui lui étaient les plus proches commençaient à percevoir une vérité terrifiante. Pour sauver ce qui avait été construit, le bâtisseur lui-même devait être éliminé. Mais qui oserait lever la main contre l'homme devenu synonyme de pouvoir absolu en Afrique australe? Le vent continuait de souffler à travers la savane et Shaka continuait de parler à des voix que lui seul entendait tandis que son empire saignait. La peur est une arme à double tranchant. Elle peut maintenir un empire uni, mais elle peut aussi le détruire lorsque ceux qui vivent sous son joug décident que même la mort vaut mieux que la continuation de la terreur. En 1828, moins d'un an après la mort de Nandi, la paranoïa de Shaka avait atteint des niveaux rendant son élimination non seulement souhaitable, mais nécessaire à la survie même de l'Empire Zoulou. Les conspirateurs venaient du cercle le plus intime de Shaka, prouvant que sa paranoïa, bien qu'extrême, n'était pas entièrement injustifiée. Dingan et Mlangana, ses demi-frères du côté paternel, avaient observé avec horreur Shaka transformer un empire prospère en un abattoir gouverné par un fou. Ils partageaient le sang royal zoulou et croyaient tous deux pouvoir régner de façon plus stable et rationnelle, sans le poids de la folie dictant désormais chaque décision de Shaka. Mais seuls, les frères n'auraient pas eu la force d'atteindre le roi. Ils recrutèrent Mbopa, l'un des conseillers les plus fiables de Shaka et chef de son service domestique. Mbopa avait un accès illimité au roi, connaissait ses déplacements, ses routines, ses moments de vulnérabilité. Sa trahison était la plus profonde, car elle venait d'un lieu de proximité absolue. L'homme servant la nourriture de Shaka, organisant sa vie quotidienne, connaissant ses secrets les plus intimes, planifiait désormais son assassinat. La conspiration fut méticuleusement préparée. Ils attendirent une occasion où la majeure partie de l'armée zoulou serait absente lors d'une campagne militaire lointaine. Shaka, malgré sa paranoïa, était devenu prévisible sur certains points. Sa folie créait des schémas que des observateurs attentifs pouvaient exploiter. Les conspirateurs choisirent un moment où Shaka serait relativement isolé, avec seulement une petite garde personnelle. C'était un risque immense. Échouer signifiait la mort non seulement pour eux, mais pour leurs familles entières, leurs lignées, tous ceux ayant un lien avec eux. Mais l'Empire agonisait,
et les hommes désespérés commettent des actes désespérés. Le matin était nuageux, le soleil caché derrière d'épaisses couches de nuages, menaçant la pluie. Chacun avait passé la nuit précédente dans l'une de ses cabanes royales, conversant pendant des heures avec des fantômes visibles seulement pour lui. Il émergea à l'aube, encore désorienté, les yeux chargés du poids d'une autre nuit sans sommeil réparateur. Les conspirateurs s'approchèrent, sous prétexte de discuter d'affaires d'État. Mbopa menait le groupe. Sa présence familière n'éveilla pas d'alarme initiale chez les gardes, ni chez Chaka lui-même. Quand ils furent assez proches, au moment opportun, Dingaan et Mlangana révélèrent leurs lances. Les gardes personnels de Chaka, loyaux jusqu'au bout, tentèrent d'intervenir, mais furent rapidement submergés par d'autres guerriers que les conspirateurs avaient secrètement recrutés. Chaka perçut la trahison une seconde avant que les premières lances ne se dirigent vers lui. Ses yeux, voilés par la folie, devinrent soudain clairs, retrouvant momentanément la férocité qui les avait rendus légendaires. Il ne supplia pas la miséricorde, ne tenta pas de fuir. Au contraire, il affronta ses assassins avec la même férocité qu'il avait montrée face à des milliers d'ennemis sur le champ de bataille. Mais il était désarmé, affaibli par des mois de négligence personnelle et entouré d'hommes déterminés. Les lances transpercèrent son corps, l'une après l'autre, le sang jaillissant de multiples blessures. Chaka chancela mais resta debout, sa force physique extraordinaire le maintenant conscient, même quand il aurait dû tomber. D'une voix gardant encore du commandement malgré la mort imminente, il prononça ces dernières paroles. « Vous croyez me tuer? Vous êtes des fous. Je serai éternel. D'autres viendront, des hommes blancs que vous n'avez jamais vus, et ils conquerront tout ce que vous pensez posséder. Je serai souvenu quand vous serez oubliés. » Ces paroles étaient prophétiques d'une manière que les assassins ne pouvaient comprendre à ce moment-là. Chacun avait prévu l'arrivée des colonisateurs européens, avait compris que son empire, aussi puissant fût-il, affronterait tôt ou tard des forces dépassant sa capacité de résistance. Mais il avait aussi raison quant à son propre héritage. Puis, la dernière lance transperça son cœur. Le grand Chaka, le lion de Sang, la lance de la foudre, tomba. Au moment exact de sa mort, un coup de tonnerre résonna à travers les montagnes lointaines, brisant le silence lourd du matin nuageux. Certains dirent que c'était une simple coïncidence. D'autres affirmèrent que c'était le ciel lui-même, reconnaissant la mort d'un conquérant. Le corps de Chaka fut rapidement enveloppé dans des peaux de bétail et emmené pour être enterré secrètement. Les conspirateurs savaient qu'ils ne pouvaient permettre que le lieu de sépulture soit connu, craignant qu'il ne devienne un lieu de pèlerinage pour les partisans loyaux susceptibles de chercher vengeance. À ce jour, l'emplacement exact de la tombe de Chaka reste inconnu, perdu dans l'histoire, enveloppé de mystère. Dingaan prit le pouvoir, se proclamant roi des Zoulous. Il justifia l'assassinat comme nécessaire pour sauver l'empire de l'autodestruction. Beaucoup de Zoulous, épuisés par des mois de terreur sous un Chaka devenu fou, acceptèrent ce changement avec un soulagement silencieux. Les exécutions de masse cessèrent, les interdictions absurdes furent levées, la vie commença lentement à retrouver quelque chose proche de la normalité. Mais d'autres pleurèrent sincèrement la mort de Chaka. Des guerriers vétérans ayant combattu sous son commandement, ayant témoigné de son génie tactique, ayant vu l'Empire passer du néant à une puissance régionale sous sa direction brutale, ressentirent profondément cette perte. Pour eux, Chaka n'était pas seulement un tyran fou, c'était le plus grand chef militaire que leur nation eût jamais produit. Mbopa, le traître le plus proche, ne survécut pas longtemps après l'assassinat. Dingaan, établissant son propre pouvoir, ordonna l'exécution du conseiller ayant trahi Chaka. Officiellement, c'était une punition pour trahison envers le roi précédent. En réalité, c'était l'élimination de quelqu'un en sachant trop et ayant prouvé être capable de trahison. Mlangana fut également tué plus tard par Dingaan, qui consolidait son pouvoir en éliminant quiconque pouvait le défier, y compris ceux qui l'avaient aidé à l'atteindre. Le cycle de violence initié par Chaka continuait, consumant même ceux qui pensaient le contrôler. L'Empire Zoulou survécut à la mort de Chaka, mais n'atteignit jamais plus le même sommet de puissance militaire.
Les innovations tactiques perdurèrent. La structure de l'armée fut maintenue, mais le génie singulier les ayant créés était perdu. Des décennies plus tard, lorsque les Britanniques envahirent en force, les Zoulous combattirent vaillamment en utilisant les tactiques développées par Shaka. Ils remportèrent quelques victoires notables, mais furent finalement submergés par la technologie supérieure et les effectifs écrasants de l'Empire britannique. La prophétie de Shaka sur son lit de mort s'était accomplie, mais le souvenir de Shaka ne mourut pas. Il fut transmis à travers les générations, grandissant en portée et en signification. Le roi né bâtard, méprisé, ayant survécu à l'exil et à l'humiliation, ayant révolutionné la guerre tribale et bâti un empire à partir de rien, devint un symbole de génie militaire et de fierté africaine. Sa cruauté fut contextualisée, ou parfois oubliée, sa grandeur amplifiée. Le tonnerre ayant retenti à sa chute, devint partie intégrante de la légende, un signe des cieux qu'une chose extraordinaire s'était achevée. Les décennies se transformèrent en siècles, mais le nom de Shaka Zulu ne disparut jamais de la mémoire africaine. Alors que d'autres conquérants furent oubliés, réduits à de simples notes de bas de page dans des livres d'histoire poussiéreux, Shaka transcenda la mortalité pour devenir un mythe vivant. Son héritage s'étendit bien au-delà des frontières de l'empire qu'il avait bâti, influençant des générations de chefs militaires et inspirant des mouvements de fierté africaine à travers tout le continent. En Afrique du Sud moderne, Shaka est vénéré comme héros national par les Zoulous et respecté même par ses anciens ennemis. Des statues lui sont érigées, des écoles portent son nom, les enfants grandissent en entendant des récits de ses conquêtes. L'aéroport international de Durban fut nommé en son honneur, accueillant des voyageurs du monde entier sous le nom du guerrier qui ne quitta jamais sa terre natale. Pour le peuple zoulou, il est Inkosi Yezinkosi, roi des rois, un titre dépassant la simple royauté pour entrer dans le domaine du divin. Mais l'héritage de Shaka va bien au-delà du symbolisme culturel. Ses innovations militaires furent étudiées par des stratèges du monde entier. La formation corne de buffle qu'il développa devint un cas classique dans les académies militaires, disséqué et analysé par des générations d'officiers. Les principes tactiques que Shaka avait intuitivement compris par une expérience brutale, siège et anéantissement, mobilité et vitesse, discipline absolue, usage stratégique du terrain, furent redécouverts par des commandants modernes n'ayant jamais entendu son nom. Certains historiens militaires établissent des liens directs entre les tactiques de Shaka et les doctrines de guerre mobile ayant dominé le XXe siècle. L'accent mis par Shaka sur la vitesse plutôt que sur la force brute, sa compréhension de l'importance psychologique de la peur, sa capacité à innover en rompant avec les traditions établies, toutes ces caractéristiques réapparaissent chez des commandants militaires réussis à travers l'histoire. Des généraux allemands étudiant les tactiques de flanc, des commandants soviétiques planifiant des opérations de siège profond, des stratèges modernes théorisant la guerre de manœuvre, tous répétaient inconsciemment des principes qu'un roi africain avait développés un siècle plus tôt, armé seulement de lances et d'un génie brutal. Après la chute de l'apartheid en Afrique du Sud, Shaka devint un symbole complexe d'identité nationale. Pour certains, il représente la grandeur africaine avant la colonisation européenne, la preuve que des civilisations sophistiquées et militairement puissantes existaient sur le continent, indépendamment de toute influence extérieure. Pour d'autres, son règne brutal et les atrocités commises sous son commandement soulèvent des questions gênantes sur la glorification de dirigeants autoritaires. Des débats universitaires passionnés portent sur l'interprétation de son héritage. Doit-il être célébré comme héros national ou examiné de façon critique comme despote sanguinaire? La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les extrêmes. Shaka était un produit de son époque et de ses circonstances. L'Afrique australe du début du XIXe siècle était un lieu de violence incessante, où les tribus luttaient pour leur survie dans un environnement impitoyable. Les innovations de Shaka n'ont pas inventé la brutalité. Elles l'ont simplement systématisée et rendue plus efficace.
Ces atrocités, bien que choquantes pour les sensibilités modernes, n'étaient pas uniques en ampleur ou en nature comparées à celles des conquérants d'autres régions du monde à des périodes similaires. Alexandre le Grand massacra des cités entières. Gengis Khan construisit des pyramides de crânes. Des conquérants européens exterminèrent des populations autochtones sur plusieurs continents. La différence est que Shaka agit en Afrique, et l'histoire africaine est souvent jugée selon des critères différents. Mais reconnaître le contexte ne revient pas à excuser les actes. Shaka était indiscutablement un génie militaire, mais aussi un homme profondément meurtri, dont la douleur personnelle, amplifiée par un pouvoir absolu, détruisit des milliers de vies innocentes. Il bâtit un empire, mais le coût humain fut immense. Ses innovations tactiques sauvèrent la vie de nombreux guerriers zoulous, mais ses purges paranoïaques en tuèrent bien davantage. Son héritage est inévitablement contradictoire, un mélange de grandeur et d'horreur résistant à toute simplification. L'influence culturelle de Shaka s'étendit à la littérature, au cinéma et à la musique. D'innombrables livres furent écrits sur sa vie, allant de biographies universitaires rigoureuses à des romans historiques dramatiques. Des films et séries télévisées dépeignirent ses conquêtes, parfois avec précision historique, parfois avec une licence créative transformant l'histoire en mythologie. Des musiciens africains invoquent son nom dans des chansons de résistance et de fierté. Il transcenda sa mortalité pour devenir un symbole malléable, adaptable aux besoins de chaque génération qui le redécouvre. Aujourd'hui, plus de 190 ans après sa mort, Shaka Zulu reste une figure controversée et fascinante. Des touristes visitent les lieux associés à sa vie, essayant d'imaginer les batailles ayant eu lieu sur ces plaines désormais paisibles. Des universitaires débattent des détails de sa biographie, séparant le fait de la fiction dans la tapisserie complexe de sa légende. Les descendants des guerriers ayant servi sous son commandement portent fièrement cet héritage, tout en reconnaissant sa complexité. Le peuple zoulou, qu'il transforma d'une petite tribu en puissance régionale, continue de célébrer des cérémonies annuelles en son honneur. Des danseurs vêtus des insignes traditionnels des régiments zoulous rejouent ces batailles, le son de milliers de pieds frappant le sol à l'unisson, évoquant les marches forcées imposées par Shaka à ses guerriers. Le cri de guerre qu'il enseigna à ses hommes est encore lancé lors d'occasions cérémonielles, lien vivant avec un passé refusant d'être oublié. Et les nuits d'orage, quand le tonnerre roule à travers les monts Drakensberg et que les éclairs déchirent le ciel sombre, certains imaginent encore entendre le rugissement de Shaka. Ce n'est évidemment que le vent, simplement le son naturel d'un orage africain. Mais l'esprit humain aspire au sens, à la connexion avec des forces plus grandes que nous-mêmes. Le garçon né pendant une tempête, ayant survécu au mépris et à l'exil, ayant forgé un empire par la pure volonté et le génie tactique, ayant sombré dans la folie par le pouvoir et ayant été assassiné par ceux qui lui étaient les plus proches, cet homme devint plus grand que la vie. Il naquit dans la boue et le dédain, fils illégitime rejeté par son propre peuple, mais il éleva un empire à partir de rien, grâce à une volonté inébranlable et un génie tactique. Shaka Zulu, la lance de la foudre, le lion de sang, le roi des rois, prouva que les circonstances de naissance ne déterminent pas le destin. Il démontra qu'un seul esprit brillant peut révolutionner l'art de la guerre et remodeler des nations. Il montra aussi les dangers du pouvoir absolu, sans frein, comment le génie peut se détériorer en folie lorsqu'il n'est pas tempéré par l'humanité. Son héritage est à la fois inspirant et effrayant, un rappel que grandeur et terreur marchent souvent main dans la main, que les mêmes traits créant des chefs exceptionnels peuvent aussi détruire ceux qui les entourent. La savane demeure, indifférente aux drames humains qui s'y sont déroulés. Le soleil se lève encore sur les plaines où Shaka entraînait ses régiments, se couche encore sur les champs de bataille où des milliers périrent sous ses ordres. La terre a absorbé le sang versé et a produit une vie nouvelle. Le cycle éternel continue, indépendamment des rois et des empires. Mais l'esprit de Shaka, qu'il soit souvenir historique ou force mythologique, persiste. Il est la lance, ayant déchiré le ciel africain, le tonnerre résonnant encore à travers les générations.
la preuve qu'un homme, par une combinaison unique de circonstances, de génie et de brutalité, peut laisser une empreinte indélébile dans l'histoire humaine. Son nom sera souvenu tant qu'il y aura des gens pour raconter des histoires de grandeur et de tragédie, de conquête et de folie, de la manière dont un bâtard méprisé devint le guerrier le plus redoutable que l'Afrique australe ait jamais connu.